Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Louis Dubost, je présente ici je vous présente donc le concours commun des IEP pour les cours du Parnasse. J'arrive dans un instant, il y a juste un problème d'affichage et je suis à vous tout de suite. Ah, ok, bah là, c'est support drive. Ok. Problème de caméra. Hop, je suis désolé, je pense que Louis, il va falloir que tu le fasses en vert. Je veux pas tout couper. Ça fait renverse, c'est pas un drame, mais... Ouais, désolé. Bon, mais c'est bon, t'as le diaporama. Bon, ok, pas grave. Était un peu vert, pardon. Non, mais Ça vient de bugger en plus. pas grave. Bonsoir à toutes et à tous, excusez-moi pour le retard, excusez-moi. Problème de caméra, comme vous le voyez peut-être, je ne sais pas ce qu'il en est chez vous, mais en tout cas, ici, la caméra a une image dégradée. En tout cas, ravi de vous voir après ce début un tout petit peu chaotique. L'objectif de cette réunion de ce soir, qui est une réunion courte, 1 heure, essayons de nous y tenir, c'est, bon, d'abord de me présenter, je m'appelle Louis Dubost et je suis professeur à Sciences Po, professeur en IEP, professeur de droit et de culture juridique, et c'est moi qui dirige la préparation au concours de Sciences Po et des IEP au cours du Parnasse. Je m'occupe plus particulièrement de la question contemporaine, et je vous présente ici, encore une fois en 1 heure, c'est un peu l'objectif de la soirée, l'épreuve de questions contemporaines au sein du concours commun des IEP, et je vous présente ensuite rapidement, à peu près en 20 à 25 minutes pour chacun des deux thèmes, les thèmes donc de l'année, les solidarités et le vivant. Voilà, strictement ce qu'on doit faire cette année, ce soir. Évidemment, je réponds à toutes les questions que vous pouvez me poser, il n'y a absolument aucun problème. Dès que vous avez une interrogation, une question, un doute, une hésitation, allez-y, demandez-moi. Voilà. C'est intéressant, d'abord, le concours commun des IEP, et je pense que c'est un des aspects qui explique aussi le succès de ce concours, un concours qui obtient un succès croissant d'année en année. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le seul concours qui est très prestigieux, le seul vœu même très prestigieux sur Parcoursup, auquel vous pouvez candidater sans que soit absolument pas pris en compte le dossier scolaire. Pour le concours commun des IEP, c'est là sa grande originalité par rapport à Sciences Po Paris, par rapport à des doubles licences, même très sélectives. La grande originalité, c'est que vous jouez tout, absolument tout, sur des épreuves. Le 25 avril 2026, c'est-à-dire c'est toujours la même chose le dernier samedi du mois d'avril, une épreuve de langue, une épreuve d'histoire, une épreuve de questions contemporaines, c'est ce qui va nous occuper ici ce soir, et on ne tient absolument pas compte des notes que vous avez obtenues jusque-là. Donc un élève qui est un plutôt bon élève, mais qui a beaucoup travaillé, qui a préparé son cours, qui s'est investi dans cette préparation, a absolument toutes ses chances. Éventuellement, un petit accident que vous auriez pu avoir au bac français, ou alors une moyenne un peu plus terne dans une spécialité, en première, en terminale, que sais-je, et qui, pensez-vous, vous met en difficulté pour Sciences Po Paris, ici ne pèse absolument pas. Or, le concours commun des IEP vous permet quand même de rentrer à Sciences Po, puisque les 7 écoles du concours commun des IEP sont les 7 écoles du réseau Sciences Po, et sont officiellement des écoles de Sciences Po. Vous rentrez ensuite à Sciences Po, vous avez 5 années donc de garantie après le bac pour suivre une scolarité dans une école qui est très très prestigieuse. Donc à mon avis, c'est un concours qui vaut vraiment 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 le coup que vous vous y intéressiez. Alors en l'occurrence, pour ce qui est de la question contemporaine, c'est une dissertation. Premier élément ici déterminant. C'est une dissertation qui se déroule en 3 heures. C'est toujours la première épreuve de la journée, 9h midi, vous avez 3 heures d'épreuve. Ces 3 heures d'épreuve donc sont l'occasion pour vous d'abord de choisir un sujet parmi 2 sujets qui vous sont donnés. Vous avez toujours 2 sujets, d'accord? Et ces 2 sujets abordent nécessairement les 2 thèmes de l'année. Donc, élément essentiel, vous ne pouvez pas être interrogé 2 fois à la fin de l'année sur le vivant, vous ne pouvez pas être interrogé 2 fois à la fin de l'année exclusivement sur les solidarités. En revanche, vous pouvez parfaitement avoir un sujet qui traite du vivant et un sujet qui traite du vivant et des solidarités. Alors, rien ne nous dit que un thème ne tombera pas 2 fois. C'est arrivé il y a quelques années. Vous aviez comme sujet la peur et révolution au pluriel, et vous aviez eu un sujet sur la peur et un sujet sur peur et révolution. Donc, on va bien sûr avoir un thème de prédilection, mais on ne peut pas sacrifier un des 2 thèmes dans l'année. D'accord ? Vous ne pouvez pas vous dire, moi je vais travailler que sur le vivant parce que les enjeux environnementaux, pour le dire très rapidement, même si bien sûr le thème du vivant va un peu au-delà, ça m'intéresse davantage que les solidarités. Ou le contraire. D'accord ? Généralement, vous avez un sujet par thème, mais ce n'est pas systématique.
Cette dissertation donc, que vous allez rédiger, elle doit en moyenne faire 7-8 pages. Je dis bien en moyenne, hein, ça peut être un peu en dessous. À mon avis, ça ne peut pas tellement être un peu au-dessus. Hein. L'expérience me montre quand même que, compte tenu du niveau qu'est le vôtre, que vous soyez en terminale ou alors à Bac plus 1, parce que c'est aussi l'originalité du concours commun des IEP, on peut le passer dans les mêmes conditions à l'année du bac et la première année post-bac. Compte tenu donc du niveau qu'est le vôtre, compte tenu de vos capacités de rédaction, compte tenu du temps qui vous est imparti, à savoir 3 heures, au-delà de 8 pages, c'est que vous n'avez pas bien problématisé. Généralement, au-delà de 8 pages, c'est que vous n'avez pas su séparer le bon grain de livret, l'essentiel de l'accessoire, et vous vous perdez dans des détails. La copie est donc parfois un peu moins bien rédigée, les phrases sont un peu moins serrées, et la conséquence, c'est que malheureusement, vous vous trouvez avec un travail qui n'est paradoxalement, alors qu'il est peut-être un peu plus long et un peu plus dense que le travail du voisin, pas aussi qualitatif. Donc, 7-8 pages, en moyenne. Vous pouvez faire un peu moins, vous pouvez parfaitement faire une copie de 6 pages, on peut tout à fait faire une bonne copie en 6 pages. Hein. Si elle va à l'essentiel, si elle est très précise, ça peut être une excellente copie, mais c'est la moyenne que je vous donne. D'accord ? Il faut évidemment que la copie soit intégralement rédigée, hors de question de me faire un plan détaillé, hors de question de ne pas conclure, donc intégralement rédigée. Il faut que la copie soit bien rédigée. Vous avez 2 points pour l'orthographe, hein, et le concours estime que c'est tolérable jusqu'à peu près 10 fautes dans la copie, ce qui est à la fois peu et beaucoup. Hein. Ça vous donne une certaine latitude, hein, ça vous permet d'avoir aller entre une coquille et demie, mettons, par page, mais à peine. Hein. À partir donc de 2 fautes par page, vous serez sanctionné, vous allez perdre des points, et 2 points coefficient 3, c'est tout de même un petit peu dommage. D'accord ? Donc, cette épreuve, elle est assez originale. C'est une épreuve qui est de réputation la plus exigeante du concours, parce que d'abord, elle ne correspond pas du tout à ce que vous faites dans l'année. Ensuite, parce qu'il faut la préparer à côté des programmes qui sont vos programmes de terminale ou de Bac plus 1, puisque l'épreuve d'histoire, elle correspond au programme d'histoire en terminale, la France et le monde au XXe siècle. L'épreuve de langue, elle correspond évidemment à une langue vivante que vous étudiez vous-même déjà au lycée. L'épreuve de questions contemporaines, c'est autre chose. C'est peut-être stimulant, hein, généralement c'est une épreuve qui vous intéresse, mais c'est une épreuve qui va vous demander aussi du temps. Bon. Et c'est une épreuve qui ensuite est originale parce que elle attend de vous, plus que les autres, que vous donniez votre avis, que vous vous positionniez. C'est une épreuve qu'il ne faut pas rater, parce que 2 candidats qui auraient la même moyenne seraient départagés en fonction de la note de questions contemporaines. Celui qui a la meilleure note en questions contemporaines et celui qui a le concours. D'accord ? Dans un concours qui est accessible, hein, c'est un concours à peu près à 10% de reçus. Quand on le prépare bien, sérieusement, on a des chances très solides d'intégrer. Hein. Là, au cours du Parnasse, l'année dernière, 60% de nos candidats se sont vus proposer au moins un IEP parmi les 7 IEP possibles. Donc, quand on prépare, on a des chances tout à fait sérieuses, évidemment, mais il faut pouvoir s'impliquer. Bon. C'est une épreuve, je vous dis, qui est originale parce qu'elle vous demande de vous positionner, généralement. Et les rapports du jury y insistent, vous les trouverez en ligne si vous le souhaitez, sinon on vous les enverra. La description de l'épreuve sur le site Réseau Sciences Po y insiste aussi. On attend de vous que vous soyez capable de faire preuve d'une réflexion personnelle, d'une réflexion originale, qui combine des références diverses. Hein, je cite ici là, les 3 extraits que vous avez sous les yeux. Ce sont 3 extraits qui sont tirés donc de la description de l'épreuve par le concours lui-même. D'abord, combiner les références diverses. C'est ce qu'on appelle une approche studies. Les écoles Sciences Po, que ce soit Sciences Po Paris, les IEP du réseau Sciences Po ou les 2 IEP qui sont hors de ce réseau, à savoir Grenoble et Bordeaux, dont il n'est donc absolument pas question ici, mais toutes ces écoles reposent sur un même modèle, qui est un modèle largement américain. Et ce modèle américain a un mode particulier d'enseignement qu'on appelle l'approche study. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas par discipline, par matière, comme ce que vous faites vous au lycée, comme ce que vous ferez peut-être demain si vous rejoignez l'université. Non, à Sciences Po, on prend un objet et on se demande comment l'ensemble des sciences sociales, et peut-être désormais, avec le vivant aussi des sciences dures, comme on dit, peuvent rayonner autour de cet objet et lui donner son sens politique dans la société française contemporaine. Il ne faut donc surtout pas faire une copie de SES quand on a un devoir sur les solidarités. Il ne faut surtout pas faire une copie de philosophie ou de SVT quand on a un sujet sur le vivant. Il faut être capable de parler des références aussi diverses que possible. On attend de vous que vous soyez capable de mobiliser de la sociologie, de l'histoire, de la philosophie, de la littérature, du cinéma, pourquoi pas de la bande dessinée, de la musique, des jeux vidéo, de l'architecture, du droit. Enfin,
Soyez aussi divers que possible. Dessinez à cette occasion un profil intellectuel. Montrez au correcteur que vous vous impliquez personnellement parce que vous êtes capable de parler de références, d'auteurs, d'événements qui vous tiennent à cœur. Ce ne sont pas simplement des récitations d'ouvrages. D'ailleurs, le concours y insiste, on n'attend pas de vous que vous mentionniez un ouvrage en particulier. Ce n'est pas un contrôle de connaissance. Alors, évidemment, si vous nous rejoignez, je vous l'enseignerai toute l'année. Il y a des auteurs qui sont plus importants que d'autres, sans doute. Sans doute que c'est important de connaître au moins de noms Marie-Claude Blais et de savoir un peu quelles sont ses positions quand on travaille les solidarités, j'y reviendrai. Sans doute que c'est important d'avoir en tête Bruno Latour ou Bernard Lahire, j'y reviendrai aussi quand on traite du vivant. Mais on n'exige pas de vous que vous passiez par ces fourches codines. D'accord ? Je regarde si vous me posez des questions. Pour l'instant, non. Si vous avez quoi que ce soit à me demander, eh bien, allez-y. Donc, des références aussi diverses que possible. Et c'est pas facile pour vous, parce que vous avez du mal, parfois, au début de l'année en tout cas, à articuler des références que vous savez mobiliser dans un contexte universitaire, philosophie, littérature et autres, et des références qui vous semblent appartenir à une culture beaucoup plus populaire, qui n'a pas, à vos yeux parfois, toute sa place dans une copie. Eh bien si. Mais il faut que vous le fassiez avec le recul critique attendu. On peut citer une série Netflix, à condition qu'elle ait sa place. Et la place d'une série Netflix, c'est pas d'être confondue avec un texte de philosophie, évidemment, et qu'on le fasse avec recul critique. Qu'on se demande pourquoi ces œuvres de culture populaire construisent notre regard, imprègnent nos représentations, les modèles, et à ce titre, disent quelque chose du rapport politique que nous entretenons avec le monde. Il faut que cette réflexion, elle soit ordonnée. Encore une fois, pas évident quand il y a tant de fils à tirer. Il faut que vous arriviez derrière à construire une dissertation de 2 ou 3 parties. Généralement, il n'y a pas de titre apparent. Vous pouvez en mettre si vous voulez. C'est pas trop la tradition, mais si vous voulez, le concours précise bien que c'est évidemment possible. Copie donc avec une introduction. Je reviendrai dans d'autres lieux sur la méthodologie de l'introduction, ça nous entraînerait ici peut-être un peu loin. Une introduction, 2 parties ou 3 parties, toujours. Jamais une seule partie, jamais 4 parties, 2 ou 3, et finalement une conclusion. D'accord ? Un argument par paragraphe, une structure qui vous permet de paragraphe en paragraphe de faire avancer votre raisonnement, avec à chaque fois des mots de transition qui permettent d'articuler les paragraphes les uns avec les autres. Cependant, toutefois, néanmoins, nonobstant ceci, nonobstant cela. D'accord ? Tout cela pour aboutir à un raisonnement, j'insiste, personnel. J'insiste parce que le concours insiste et c'est un élément absolument déterminant. Mais personnel, ça ne veut pas du tout dire que vous ne vous appuyez pas sur des références, c'est tout le contraire. Quand c'est personnel, ça vous engage. C'est ce que vous pensez. Et ce que vous pensez, ça doit être justement nuancé, appuyé sur des auteurs, sur des études d'événements. Une pensée personnelle, ce n'est pas une pensée arbitraire et péremptoire, c'est tout le contraire. Une pensée personnelle, c'est une pensée qui, parce que justement, elle doit assumer la responsabilité de ce qu'elle dit, se doit de peser finement chaque mot, chaque auteur, chaque référence. Une pensée originale, oui, mais une pensée originale fondée en raison. C'est ça l'essentiel. Et croyez-moi, c'est quand vous serez capable de maîtriser des thèses d'auteurs, quand vous aurez compris comment on utilise le cinéma, le jeu vidéo, la bande dessinée, la musique, dans une copie de questions contemporaines, que vous serez capable d'avoir le raisonnement le plus personnel possible. Voilà. Si à la fin de votre copie, de vos 8 pages, sur le vivant, sur les solidarités, vous aboutissez à des lieux communs, que vous me dites que oui, ma foi, la solidarité, il en faut un peu, mais pas trop, que le vivant, on ferait bien de le préserver, ça n'a pas grand intérêt, c'est pas comme ça que vous allez vous démarquer. Vous allez au contraire vous démarquer quand vous allez montrer que ces 3 heures de réflexion vous ont réellement permis d'avancer, vous ont réellement permis de formuler des thèses qui sont étayées par des études de cas, mais des thèses qui sont originales et auxquelles vous tenez. Bref, quand on voit que derrière un candidat anonyme, qui n'est qu'un numéro pour un correcteur de concours, il y a réellement déjà une jeune citoyenne, un jeune citoyen qui pense et qui formule des hypothèses politiques. Ces hypothèses politiques, il faut bien sûr qu'elles soient nuancées, mais on ne se demande pas si le correcteur est d'accord avec ou pas, peu importe. Ce qu'on veut, c'est que vous réfléchissiez. Ce qu'on veut, c'est vous voir réfléchir. Et l'objectif d'une prépa comme la nôtre, c'est de vous permettre de réfléchir, de vous donner les moyens, les outils qui vont vous permettre de vous interroger sur les formes politiques qui ont trait à la solidarité ou au vivant. Bon, certainement pas de vous apprendre des plans tout prêts que vous iriez réciter. Moi, je vois dans les cours que j'anime des étudiants, des candidats qui ont des positions esthétiques, politiques, sur ces thèmes-là qui sont très diverses, qui sont même parfois contradictoires. Et c'est ce qui fait la richesse, d'ailleurs, d'une prépa et demain la richesse d'une grande école comme Sciences Po. Accueillir dans ces amphithéâtres des étudiants qui sont capables de débattre, de discuter,
de s'entendre souvent sur l'essentiel en termes de politique, mais parce que justement ils s'entendent sur l'essentiel, ils sont capables de débattre, et parfois assez vivement, sur le reste, hein, sur l'organisation, sur des points de détail, ou tout du moins sur des éléments plus annexes. D'accord ? Donc, cherchez réellement à affiner votre regard en construisant vos propres convictions grâce à des auteurs. Ça va être essentiel. Alors, pour vous présenter un peu rapidement, évidemment, parce qu'il ne s'agit pas ici de vous retenir toute une soirée, il ne s'agit surtout pas ici de faire en une heure le travail de 5 ou 6 mois d'études, mais pour vous présenter un petit peu quand même les thèmes donc, des solidarités et du vivant. Commençons par les solidarités. Eh bien, moi, il me semble que le problème des solidarités, hein, ici, comme ça, pour circonscrire encore une fois ce thème, c'est que c'est un thème qui est peut-être trop immédiatement politique. C'est intéressant d'ailleurs de se demander ce que c'est que le politique, et de définir ensemble le politique, mais c'est là encore une fois l'occasion d'une autre séance. Mais les solidarités, je pense qu'un candidat qui découvre ce thème a pour première réaction de se dire « Oh là là, encore une fois, tout cela me semble un peu politiquement correct, tout cela me semble un peu convenu. Hein. » Effectivement, les solidarités, on nous en parle tellement. Hein. Tout doit être solidaire aujourd'hui. Hein. Il faut penser la solidarité, la solidarité au sein même d'un genre. C'est ce qu'on appelle la sororité. Il faut penser la solidarité aussi entre les genres, entre genres et femmes. Il faut penser la solidarité à l'égard de ceux qui ont moins que nous. Il faut penser la solidarité à l'égard des aînés, des plus jeunes, de ceux qui souffrent de la guerre. Enfin, bref, la solidarité, elle est absolument omniprésente. Hein. Il n'est pas jusque au bouchon qui se tient par une fine languette de plastique sur la bouteille de lait qui n'est pas appelé bouchon solidaire. Bon. Si cette solidarité, elle est partout, c'est peut-être qu'elle est nulle part. Hein, paradoxalement. Si on a tellement besoin de nous tympaniser avec la solidarité, c'est peut-être que nous sommes dans une société qui est une société en déficit de solidarité, gagnée par l'individualisme, gagnée par une logique qui est plutôt une logique de concurrence, hein, que ce soit dans une perspective, si je puis dire, biologique darwinienne, hein, fondée donc sur la sélection du plus apte et sur la sélection naturelle, ou que ce soit dans une perspective économique capitaliste, encore une fois fondée sur le jeu de la libre concurrence, si je prends un peu de recul, je me rends compte que les codes de mon monde ne sont justement pas des codes de solidarité. Et que je vais peut-être avoir besoin de corriger cette brutalité des rapports sociaux, et des rapports humains notamment, en y injectant de la solidarité, alors que c'est ce qui manque peut-être aux lois les plus essentielles de notre monde. Mais cette solidarité a une histoire. On n'a pas toujours été solidaire. On n'a pas toujours promis la solidarité. À vrai dire même, si je me réfère à la devise de la République, hein, liberté, égalité, fraternité, eh bien, je n'entends pas parler de solidarité. Hein. J'entends parler, c'est peut-être le mot qui en est le plus proche, j'entends parler d'égalité. Liberté, égalité, fraternité. La fraternité peut se rapprocher peut-être un peu de la solidarité, mais alors pourquoi avons-nous eu besoin de ce quatrième terme alors que, ma foi, égalité et fraternité semblaient peut-être ici faire office? Eh bien, sans faire ici un cours d'histoire, remarquons que la fraternité, d'abord, arrive un peu tard dans notre devise républicaine. C'est vraiment en 1848 qu'elle s'impose et qu'elle a fait long feu. Elle a fait long feu parce que les ouvriers qui ont cru en la fraternité humaine en février 48, dès juin 48, ont été obligés de revoir leur copie et ont compris que la promesse de fraternité ne tenait pas face aux acquis de la classe dominante. Dès lors, la fraternité est devenue, aux yeux même des républicains, une promesse un peu vide de sens, une promesse mensongère qu'il allait falloir équilibrer avec un nouveau terme. Quant à l'égalité, qui est là pour corriger peut-être ce que la liberté a d'un peu trop égoïste et individuel, cette égalité sociale, elle a été souvent mal comprise. Bien sûr que la République promet l'égalité, et la République d'ailleurs a beaucoup fait pour l'égalité. Mais l'égalité qui est promise en 1789, c'est une égalité civique, une égalité politique. Hein. Et cette égalité, nous l'avons vu d'ailleurs prospérer. Hein. Nous avons vu comment de 1789 jusqu'à 1974 à peu près, hein, le champ civique s'est étendu à l'ensemble des nationaux. Hein. Nous avons été de plus en plus de Français à bénéficier de droits civiques, hein, également que nos voisins. Nous avons eu d'abord le suffrage universel en 1848, et puis ensuite le suffrage universel, y compris féminin, hein, grâce à l'obtention par les femmes du droit de vote en 1944. Et puis, ça a été ensuite le droit de vote à partir de 18 ans, et non plus de 21,
à partir de 1974, l'égalité civique progresse sans cesse. Mais l'égalité civique, qui est encore une fois une égalité politique, ce n'est pas la même chose que l'égalité sociale, c'est-à-dire la même répartition des richesses entre tous les membres de la société. Ça, c'est autre chose. D'accord ? Or, cette égalité sociale, qui est le fondement de ce qu'on va appeler le socialisme, pour le dire un peu rapidement, évidemment, tout ça mériterait d'être affiné. Cette égalité sociale, la République l'a brandie tant que le régime, les républicains l'ont brandie tant que le régime n'était pas justement une république, mais à partir de l'adoption de la République en 1870, il n'a plus été du tout question de tenir cette promesse. Ceux qui s'installent alors au pouvoir défendent largement le modèle propriétariste, c'est-à-dire fondé sur le respect de la propriété privée, qui était déjà d'ailleurs fixé dès la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Or évidemment, à partir du moment où je fais de la propriété privée le premier des droits, j'accepte l'idée d'inégalité sociale, car nous ne sommes pas tous propriétaires des mêmes choses, des mêmes biens et dans la même mesure. Il va donc falloir que les républicains, à la fois, parviennent à rompre à la fin du XIXe siècle avec la brutalité des modèles autoritaires antérieurs, et en même temps que ces mêmes républicains fassent oublier la promesse d'égalité et les confusions que cette promesse d'égalité a pu générer tout au long de la première moitié du XIXe siècle. Et c'est pour ça qu'à la fin du XIXe siècle, un nouveau terme est trouvé, un terme qui existait en droit, mais qui était plutôt un terme de droit civil, qui avait fait son irruption dans le domaine politique en France avec le Code civil de 1804, mais qui était un terme de droit des contrats, pour ici reprendre un peu ma casquette de professeur de droit, qui n'était pas un terme réellement du débat politique. Et ce mot, vous l'aurez sans doute compris, qui, à peu près dans les années 1880, fait irruption dans le débat politique et qui devient alors un mot omniprésent, c'est le mot de solidarité. À tel point d'ailleurs que, à la fin du XIXe siècle, le solidarisme, on verra ensemble ce que c'est, théorisé par un éphémère président du Conseil qui s'appelle Léon Bourgeois, le solidarisme devient la philosophie officielle de la Troisième République. Une pensée de la solidarité qui est le tronc à partir duquel toutes les branches politiques devraient pousser. Et donc la solidarité, à la jointure des 19e et 20e siècles, est un mot complètement obsessionnel et omniprésent du débat politique. Voilà. Au sein des républicains, qui ne sont en même temps pas des socialistes. D'accord ? Donc du centre-gauche, pour le dire un peu rapidement. Mais à partir de 1914, le mot de solidarité, qui était sur toutes les bouches, disparaît. Il disparaît parce que ce sont d'autres formes d'organisation sociale qui vont primer. Le grand apport de la solidarité, c'était de tenir la promesse de la Révolution française, c'est-à-dire garantir à chacun qu'il était libre de se déterminer comme il le souhaitait. C'est là la liberté, la première promesse de la Révolution, tout en maintenant tout de même l'existence d'une société et donc des liens d'interdépendance entre ceux qui la composent. C'est pas facile de tenir cette promesse. Pas facile, vous voyez, pour la solidarité de naviguer entre des promesses d'égalité sociale que les socialistes rappellent et que la République ne veut et ne peut pas tenir, et une exigence révolutionnaire qui a mis un siècle quasiment à s'enraciner. Si effectivement je suis libre, totalement libre, et si, comme le dit la déclaration de 1789, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres, eh bien je suis libre tout seul. Il n'y a plus de société, il n'y a plus que des individus éparpillés. S'il y a société, c'est-à-dire que si vous et moi nous avançons ensemble, eh bien nécessairement nous nous entravons mutuellement. Nous sommes limités par la présence de l'autre qui va forcément réduire un peu ma propre puissance d'agir. Je ne peux pas mordre sur la propriété du voisin. Dès lors, je ne suis peut-être plus libre. Comment réussir à penser que la liberté n'est pas une liberté solitaire et que la présence d'autrui ne menace pas ma liberté, mais qu'au contraire, la présence d'autrui augmente ma liberté ? La présence d'autrui, elle est ce qui va conditionner une liberté qui est d'autant plus importante qu'elle se conjugue, si vous voulez, au pluriel. Ces liens d'entraide qui font que vous ne me réduisez pas, mais qu'au contraire, vous augmentez ma puissance d'agir, c'est ça que la République va appeler la solidarité. Mais en 1914, encore une fois, ce mot de solidarité tombe dans l'oubli, parce que les hommes vont préférer d'autres modes d'organisation. On va parler de l'union sacrée, on va parler du nationalisme, on va parler du socialisme, qui gagne évidemment à l'Est avec la Révolution d'octobre 1917. On va parler très bientôt du fascisme.
Puis, après la Deuxième Guerre mondiale, on va parler du libéralisme, du néolibéralisme, hein, de l'ordolibéralisme, pour aborder cette conception typiquement européenne du néolibéralisme. Bref, la solidarité disparaît. Pas toujours sa réalité, hein. L'État-providence qui se met en place en France à partir de 1944 avec la sécurité sociale, c'est un des éléments forts de la solidarité, mais le mot n'est pas un mot omniprésent, hein. En fait, le mot solidarité revient sur la pointe des pieds, tout discrètement, à partir de la fin des années 70, à un moment, pardon, je vérifie qu'il n'y a pas de question qui m'est posée, mais vous m'en posez bien sûr autant que vous voulez. Revient sur la pointe des pieds à la fin des années 70, à un moment où la crise économique, hein, commence elle-même à enrayer la croissance. C'est la fin des Trente Glorieuses. On voit apparaître le chômage de masse. La population française change. On a une population immigrée beaucoup plus importante qui arrive. C'est ce qu'on appelle le regroupement familial. Cette population immigrée est confrontée à des défis, à des difficultés, hein, particulières. Il va falloir que la société soit prête alors à répondre à l'angoisse des chômeurs, aux difficultés d'intégration d'une partie des populations immigrées. Il va falloir que la société se réorchestre aussi à la faveur de nouveaux débats, de nouveaux obstacles, hein. Le risque du réchauffement climatique subitement qui apparaît et qui frappe d'abord les populations les plus vulnérables. Bon. Et c'est face à ces défis alors que très ponctuellement, la question de la solidarité revient. On a conscience aussi de violences qu'on ignorait jusqu'à présent, encore largement, en tout cas dans le débat politique, notamment les violences faites aux femmes, qui, à la faveur de la révolution sexuelle de la fin des années 60, des combats féministes, sont des questions qui occupent alors le premier plan. Mais c'est vraiment à partir du début des années 90 que le mot de solidarité, qui était présent, vous voyez, depuis déjà la fin des années 70, mais de manière quand même relativement discrète, c'est au début des années 90 que le mot de solidarité va flamber à nouveau et va devenir à nouveau l'épine dorsale, en l'occurrence plutôt de la gauche ici, parce que au début des années 90, la guerre froide se termine, le libéralisme apparaît être désormais la seule option possible, hein. Il n'y a pas d'alternative, comme disait l'ancienne dame de fer, la première ministre britannique Margaret Thatcher. C'est la fin de l'histoire. Il n'y a plus d'alternative à la société de marché. Pour rester crédible, la gauche doit renoncer, hein, au socialisme et à sa promesse d'égalité sociale, accepter la société de marché, accepter la concurrence, accepter le principe d'une société de marché, c'est-à-dire la croyance en l'individu et en la capacité qu'a l'individu d'entreprendre pour s'enrichir. Et donc la gauche va rénover sa doctrine idéologique et va faire sienne, cette gauche, le mot de solidarité, qui est l'occasion alors de montrer qu'on admet l'idée d'une société d'individus libres, tout en essayant d'araser les inégalités et les brutalités par trop flagrantes du monde capitaliste et de l'économie de marché. Et c'est notamment Pierre Bourdieu, hein, le sociologue Pierre Bourdieu, vous connaissez peut-être de nom, qui, dans son livre de 1993, La misère du monde, annonce ici la nécessité de politiques solidaires et de mouvements solidaires. C'est Pierre Bourdieu, encore une fois, qui, 2 ans plus tard, en 1995, à la faveur des grèves contre le projet de réforme de la sécurité sociale, projet libéral, porté par la droite qui revient aux affaires, en l'occurrence par le Premier ministre Alain Juppé. C'est Pierre Bourdieu qui réclame, et il utilise ces mots-là, qui réclame la solidarité entre les intellectuels et les travailleurs, entre les intellectuels qui nourrissent la pensée critique du capitalisme, critique du monde dans lequel on vit, et les travailleurs qui seraient les premiers frappés si cette réforme de la sécurité sociale et cette réforme des retraites, déjà, venaient à être confirmées. Et à partir de là, le mot de solidarité est un mot qui gagne en importance, en influence. Non, d'ailleurs, sans des ambivalences et des ambiguïtés. Comment continuer à penser un État solidaire alors qu'il n'y a plus d'argent ? Problématique tout de même très contemporaine. C'est bien gentil, la solidarité, qui est celle de l'État-providence, mais quand on n'est plus du tout en mesure de payer. Déjà en 1981, un historien comme Pierre Rosanvallon nous parlait de la crise de l'État-providence. En 1981, on est en 2025. Imaginez ce qu'il en reste aujourd'hui. Voilà.
Et cette solidarité civique, comme on dit, c'est-à-dire organisée par l'État, hein, qui capitalise l'impôt et qui ensuite le répartit afin de minimiser les écarts sociaux, cette solidarité civique, aujourd'hui, oui, elle atteint son terme, en tout cas, elle atteint un point de rupture. Il ne s'agit pas de la faire disparaître, il s'agit de reconnaître qu'elle ne peut pas, cette solidarité civique, occuper le tout du débat. Elle ne peut pas être la seule forme de solidarité dans notre société, pour deux raisons. D'abord, parce que je vous le dis, il y a moins d'argent. Voilà. Clairement, aujourd'hui, ce sont les classes moyennes qui paient largement l'impôt. Hein. Je vous rappelle quand même qu'on est dans un pays dans lequel 55% des actifs ne payent pas du tout d'impôt sur le revenu et où 76% de l'impôt sur le revenu est payé par les 10% les plus riches. Bon. C'est-à-dire les classes moyennes supérieures. Bon. Il est clair que ces classes moyennes supérieures, même si elles ont de l'argent, elles doivent supporter aujourd'hui une pression qui est de fait difficile à accepter. Bon. Donc il va falloir nécessairement penser aussi des modèles alternatifs pour alléger un peu cette pression fiscale et donc sociale. Premier élément. Et puis deuxièmement, cette solidarité qui passe par l'État-providence, encore une fois, qui se met en place réellement en 1944-1945, cette solidarité présente quand même une limite importante. C'est que cette solidarité, je ne la vois pas, je ne la sens pas. Elle n'est pas visible. Elle existe sans doute, c'est ce qui vous permet à vous d'aller en classe chaque jour sans que, sauf pour ceux qui sont dans le privé hors contrat, sans que ce soit vos parents qui paient directement vos enseignants. C'est ce qui permet, lorsqu'on va chez le médecin, d'être remboursé d'une bonne partie de ses frais de santé. Mais néanmoins, cette solidarité, bien sûr, quand j'y réfléchis, je sais qu'elle est là, mais je ne la vois pas, elle ne se manifeste pas. Quand je vois des gens dans la rue, je ne les remercie pas parce que par leurs impôts, ils me permettent de mieux vivre. Et la conséquence de et c'est indispensable d'ailleurs qu'on ne la voit pas et qu'on ne la ressente pas. Il s'agissait de rompre avec ce qu'on avait connu sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire des relations fondamentalement inégalitaires, parce qu'on visibilisait les liens d'allégeance sous l'Ancien Régime, qu'on fait disparaître au contraire avec la modernité qui est la nôtre. Il n'empêche que cette disparition de la visibilité des liens solidaires a pour conséquence que parfois j'ai l'impression d'être livré à moi-même, d'être tout seul, alors que pourtant ce n'est pas le cas, surtout en France. Mais j'ai parfois l'impression d'être livré à moi-même. Je suis étreint par un sentiment de solitude. J'ai l'impression que nous vivons dans un univers froid et individualiste. Et alors, pris par cette angoisse, je suis parfois tenté de me tourner vers des réactions communautaires, l'entre-soi familial, voire les séparatismes. Bref, de recréer à une échelle plus micro, de recréer des liens communautaires, des liens solidaires très forts, parce que j'ai l'impression que la société m'a laissé tomber, pour le dire rapidement. Voilà pourquoi cette solidarité civique, il faut être capable aujourd'hui de la redoubler de formes de solidarité civile, c'est-à-dire des solidarités qui émanent de la société civile, de vous, de moi, des acteurs particuliers, qui décident de s'engager et de se visibiliser comme engagés pour des causes qui leur tiennent à cœur, d'apporter plus à ceux qui ont moins, de compter sur l'entraide avec leurs semblables. Et c'est une solidarité qui émane, alors cette fois-ci de la société civile, encore une fois directement, c'est une solidarité que doit assumer la société civile parce que l'État n'est plus complètement en mesure de le faire. Ça signe ici aussi un modèle assez libéral où on demande de moins en moins à l'État et de plus en plus à la société civile, mais c'est une des formes contemporaines prises par cette solidarité. Simplement, cette solidarité civile, eh bien, sa grande différence avec la solidarité civique, c'est que elle repose sur des affinités électives. Je n'aide pas n'importe qui. J'aide ceux qui sont proches de moi, ceux qui me ressemblent, ceux que j'apprécie, ceux dont je soutiens la présence, dont je soutiens la cause et les causes et les combats, excusez-moi. Et donc, on voit apparaître des solidarités. Le pluriel, évidemment, du thème de cette année doit être compris ainsi. Des solidarités. Solidarité en fonction de l'âge, en fonction de l'ethnie, en fonction de la mémoire, en fonction du lieu, en fonction du genre, en fonction de la classe, en fonction de ce qu'on appelle aussi aujourd'hui la géoclasse. Solidarité entre ceux qui subissent le réchauffement climatique, solidarité environnementale, etc. Bref, on a une forme de dispersion des formes de solidarité. Et c'est ce qu'il faut qu'on envisage ensemble. Quelle solidarité, comment ne risque-t-elle pas de briser le bien commun? Ne risque-t-elle pas de mettre à mal cette unité à laquelle on tient tellement en France, de la res publica, de la République qui est commune à toutes et à tous?
Voilà des enjeux qui sont importants. Alors, je vous propose ici, avant de basculer sur le vivant, alors quelques références. Vous voyez, c'est très ponctuel, hein. Un livre, un roman, un livre de sciences humaines, pardon, un roman, un film, une bande dessinée et un jeu vidéo. On étudiera alors des dizaines et des dizaines d'ouvrages. On vous montrera des films si vous nous rejoignez. Bon, on vous emmènera au cinéma, on vous montrera des films, on vous emmènera voir des expositions dans les musées, en plus des cours qu'on peut faire et des concours blancs que vous ferez. Mais voilà, s'il fallait réduire à l'os, hein, dans cette espèce de cours guérilla de ce soir, le thème, moi je vous dirais, ben voilà, un livre que je pense vous ne pouvez pas ignorer, c'est La solidarité, histoire d'une idée de Marie-Claude Blais. Hein, elle a travaillé depuis plus récemment sur les solidarités, mais c'est à son ouvrage matriciel. Un roman que je vous conseille de lire, d'abord parce que c'est un beau roman, et ensuite, là, je suis absolument convaincu que le correcteur l'aura en tête, et je pense que ça vous plaira, mais vous me direz. Et c'est un livre qui, à mon avis, est intéressant pour penser les solidarités. C'est le roman de Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux, donc qui est paru en 2018 et qui a été, avec un peu moins de bonheur, il me semble, adapté au cinéma cette année. Un film. Je vous conseille celui de Catherine Corsini, La Fracture, et comme justement c'est un film que je vais diffuser aux candidats de la prépa dimanche prochain. Hein, on avait montré déjà Amour de Michael Haneke sur Le Vivant il y a quelques semaines. Là, on va passer La Fracture de Catherine Corsini. On passera Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock quelques semaines plus tard. On a comme ça tous les mois un film qu'on passe en plus des séances de cinéma auxquelles vous êtes conviés. Eh bien, là, je ferai une analyse de La Fracture de Catherine Corsini. Film, je crois, sur les solidarités, beaucoup, et un peu sur Le Vivant, qui a des choses à nous dire sur la société dans laquelle on vit aujourd'hui, en l'occurrence là sur le mouvement des Gilets jaunes. Une bande dessinée, je vous conseille Retour à la Terre. Hein, là aussi, beaucoup sur les solidarités, un peu sur Le Vivant, hein, donc de Manuel Arsenet. Très belle bande dessinée, très belle saga que vous avez peut-être vue, mais voilà, bande dessinée sociale de grande qualité. Et puis un jeu vidéo sur les solidarités, là aussi, hein, faites-moi confiance pour vous expliquer pourquoi les jeux vidéo sont importants. Hein. Des millions de personnes en France jouent tous les jours aux jeux vidéo. Penser qu'on peut réfléchir aux enjeux politiques, à la manière de se représenter le monde, penser les rapports entre les êtres sans questionner ce média, c'est se fourvoyer. Hein, je crois qu'il faut le faire. Il faut le faire, bien sûr, avec du recul, avec de l'analyse, avec de la finesse, mais il faut le faire. Il faut être capable de le faire. Il ne faut pas du tout avoir honte d'en parler, loin s'en faut. Hein. Eh bien, Among Us, par exemple, hein, ce jeu vidéo que vous avez peut-être joué en 2018, je crois, pose des questions de solidarité, de trahison, d'organisation réticulaire, c'est-à-dire en réseau de la société. Bon. Et le succès de ce jeu vidéo est dû pas seulement à son efficacité, mais aussi à sa capacité à interroger ici les relations entre les êtres dans ce jeu vidéo d'équipe. Bon, faites-moi aussi la confiance pour vous l'expliquer. Et puis, il y a un deuxième thème, donc cette année, et ce deuxième thème, c'est le vivant. C'est un thème qui est intéressant, important, euh, peut-être plus lourd que les solidarités. Hein. Il y a souvent au concours commun des IEP un thème lourd et un thème un peu plus léger. Eh bien, il me semble que le thème lourd cette année, c'est plutôt le vivant. Hein. L'année dernière, c'était le corps, qui était assez lourd, effectivement. Là, c'est plutôt le vivant. Et c'est un peu l'inverse des solidarités. C'est-à-dire que c'est un thème où il me semble, en tout cas que c'est comme ça que je l'ai perçu lorsque j'ai découvert ce thème, et c'est comme ça que je crois vos camarades qui nous ont rejoints fin août l'ont découvert aussi. C'est un thème dont la nature politique n'est pas évidente. Hein. Autant je vois bien comment est-ce que j'ai été matraqué disons, d'obligation à la solidarité, hein, au moins dans le discours depuis des années. Hein, c'est presque une obligation morale, la solidarité, je me dois d'être solidaire. Autant le vivant, je me dis, c'est pas un sujet politique, c'est un sujet qui va concerner beaucoup plus les sciences dures, hein, la biologie en premier chef, mais qu'est-ce que la sociologie, le droit, la philosophie politique, puisqu'après tout c'est quand même le concours de l'Institut d'études politiques, ont à me dire du vivant? Pas grand-chose, hein, comme ça de prime abord. Bon. Et j'ai pas complètement tort non plus quand j'ai cette réserve et cette réticence première. Parce qu'effectivement, les sciences humaines se sont détournées, en France tout particulièrement, de la question du vivant. Hein. C'est là un choix qui a été fait par ce qu'on appelle souvent le père de la sociologie, hein, en France, qui s'appelle Émile Durkheim, dont vous avez peut-être déjà croisé les travaux. Et Durkheim fait le choix, tout à fait explicitement, hein, alors même que la sociologie qui commence à s'organiser à la fin du 19e siècle en France envisage l'idée qu'il y a aussi des sociétés animales. Durkheim fait le choix très clair de se concentrer sur les solidarités
pardon, sur les solidarités, oui, effectivement, on y reviendra aussi on parlera Durkheim sur les solidarités, mais là plus sur le vivant, mais fait le choix de se concentrer sur les sociétés strictement humaines. Et d'abandonner donc tout un pan du savoir, en l'occurrence le vivant extra-humain, aux sciences dures. La conséquence, c'est la dépolitisation de la question du vivant. Parce que les scientifiques qui vont alors se pencher sur la question du vivant, ces scientifiques-là, animés de ce que Max Weber appelle l'éthique du savant, ces scientifiques-là vont justement récuser toute lecture politique, c'est-à-dire partisane, conflictuelle du vivant, pour chercher à suivre la ligne d'une impartialité scientifique. Bon, on pourrait se demander d'ailleurs si la science n'a jamais été impartiale, c'est un autre débat, mais en tout cas, la conséquence, c'est que jusqu'à très récemment, se demander si le vivant était une question politique, c'était un non-sens. Non, ce n'en était pas une. Parce que le vivant, c'est ce qui s'impose à moi. Alors que la politique, dans son plus simple appareil, cette politique, c'est ce que je choisis. C'est là ma fierté. C'est d'être un citoyen souverain. C'est à moi donc de décider si je vote à gauche ou à droite. C'est à moi de décider si je suis libéral ou si je ne le suis pas. C'est moi qui décide si je veux voir porter à la tête de l'État tel candidat ou tel autre. Alors que le vivant, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Je n'ai pas décidé de naître, voilà, pour le dire très simplement. Je n'ai pas décidé de ma couleur de peau. Je n'ai pas décidé de ma couleur de cheveux. Non, je n'ai pas malheureusement décidé du jour où je ne serai plus là. Donc, il y a dans la réflexion sur le vivant quelque chose qui presque insulte en moi le souverain que je prétends être, c'est-à-dire celui qui a la capacité de décider. Et pourtant, à bien des égards, le vivant relève bien de choix. Aujourd'hui, on peut choisir son genre, par exemple. La dernière loi qui a fixé les contours des possibilités de changement de sexe en France, c'est 2016. Et c'est dès le début des années 90 que le changement de sexe, aujourd'hui on parlait plutôt de genre, mais dans les années 90 on parle encore de sexe, que la possibilité de changement de sexe est rendue possible. Et puis ce sont bien des choix politiques qui ont entraîné la dégradation de l'environnement. Ce sont des choix politiques qui ont décidé ce que c'était que la distinction et où elle passait entre la culture humaine et la nature. Qu'est-ce qui est humain, qu'est-ce qui est culturel, J'ai décidé, moi, qu'un livre, c'était de la culture et pas de la nature. Et j'ai décidé que des animaux qui construisaient un barrage, c'était naturel. Mais est-ce que c'est bien légitime, Est-ce que vraiment, il n'y a pas de la culture animale aussi? Est-ce que quand je dis que moi, je suis du côté du cultivé, et que ce cultivé, il a la possibilité de comprendre la nature, et que parce qu'il peut la comprendre, il a le droit de la transformer, il a le droit de l'exploiter, il a le droit de ne la considérer que comme une réserve de richesse qu'il va piller. Est-ce que quand je fais ça, je n'accomplis pas moi-même un acte politique? Et est-ce que cet acte politique est un acte légitime ou pas? Est-ce que vraiment c'est pleinement légitime de dire que je suis un être de culture et pas de nature? Je suis aussi un être de nature. On le sait au moins depuis Darwin, l'origine des espèces en 1859. Et est-ce qu'il n'y a pas des cultures animales? Est-ce qu'il n'y a pas des cultures du vivant? Est-ce que donc cet orgueil humain qui se prétend détaché du reste du vivant, qui se prétend au-dessus du vivant, d'abord n'est pas le fait d'un choix qui est un choix contingent, donc politique, premièrement, et deuxièmement, est-ce que ce choix, on ne peut pas aujourd'hui le critiquer, pour penser au contraire l'unité du vivant? Ce que je vous ai dit ici très rapidement, je le tire largement des travaux d'un sociologue important et polémique, donc très utile dans une copie, qui s'appelle Bruno Latour. Bruno Latour, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de passage obligé dans les copies, mais il y a quand même quelques auteurs qu'il faut, à mon avis, connaître, qu'on les utilise ou qu'on ne les utilise pas, mais il faut tout du moins être conscient que ces gens-là existent et que ces gens-là pensent et que se positionner par rapport à eux, ça peut être utile. Eh bien, je crois que sur le vivant, Bruno Latour est réellement un auteur assez indispensable. Bruno Latour nous a quittés. Il a écrit entre 1975 et son dernier livre paraît à titre posthume en 2024. Bruno Latour est mort en 2022. Mais d'abord, Bruno Latour est un auteur important. Ensuite, Bruno Latour a des élèves, encore aujourd'hui, qui écrivent, des anthropologues, des philosophes. On peut penser à Philippe Descola, Descola, par exemple, dont les travaux ont quand même, rien que ça,
inspiré une des sagas cinématographiques que vous connaissez peut-être de nom, hein, Avatar. Le premier date de 2009, le troisième volet sort là au mois de décembre. D'ailleurs, j'irai le voir avec les élèves de la prépa pour en faire une analyse. Euh, Outre Philippe Descola, parmi les élèves de Bruno Latour, pensons à Pierre Charbonnier, hein, le philosophe Pierre Charbonnier, qui est quand même professeur à Sciences Po, tiens donc comme par hasard, qui est en charge de l'organisation du cours de culture écologique à Sciences Po Paris cette fois-ci, tiens donc comme par hasard. Et tiens donc comme par hasard encore une fois, à Sciences Po Paris tout de même, un grand colloque a été organisé au mois de décembre 2024 sur Bruno Latour. Bruno Latour ou l'art d'assembler. Hein. De là à dire qu'il y a une origine, hein, au thème du vivant et qu'on vous interrogera, enfin on vous interrogera jamais sur Bruno Latour, mais qu'on serait heureux de vous voir vous positionner par rapport aux thèses de Bruno Latour, à la fois stimulantes, hein, la volonté de renoncer à la distinction entre le naturel et le culturel, entre l'homme et le vivant, et en même temps, on le verra ensemble, extrêmement décrié. Hein, beaucoup d'auteurs contestent les travaux de Bruno Latour, lui reprochent d'être un peu obscur, d'être un peu opaque, lui reprochent de ne pas permettre une action concrète en faveur de la protection du vivant, lui reprochent de nier le concept même de nature, qui est pourtant un concept émancipateur. Donc sachez, je ne rentre pas là dans le détail, ce n'est pas l'objet de ce cours, mais que c'est sans doute un auteur très important, c'est une idole, et comme toutes les idoles, eh bien, d'aucuns veulent la casser. Et cette figure latourienne est une figure aujourd'hui suivie, respectée par certains, et très vertement attaquée par d'autres. Et c'est ce qu'on verra là aussi, les origines de ce débat, les enjeux politiques, et ils le sont, très politiques de ce débat. Et il est clair que je crois qu'on veut aussi que vous vous positionnez par rapport à ça. On vous interrogera, enfin, on s'attend aussi à ce que vous fassiez le bilan tout de même des accords de Paris de 2015. Hein. Ça fait 10 ans que ces accords de Paris, au terme de cette COP, ont été signés. Qu'en reste-t-il dans un contexte plutôt de backlash environnemental, hein, porté entre autres, mais pas seulement, hein, entre autres par Donald Trump, mais là aussi, hein, commençons déjà par balayer devant notre porte. Je vous rappelle que la France a été condamnée par le Conseil d'État pour ne pas avoir mis en place les mesures les plus indispensables pour respecter les accords de Paris dont elle était donc à l'origine. Hein. C'est l'occasion de se demander quand est-ce qu'on a commencé et pourquoi politiquement à penser le vivant. C'est ce que une sociologue qui s'appelle Christelle Vanneau appelle le tournant du vivant. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le vivant, hier sujet qui n'était pas politique, soit aujourd'hui peut-être le plus politique des sujets, hein, ne serait-ce que par l'enjeu environnemental, hein, la protection des formes de vie autres qu'humaines, les végétaux, les animaux, mais pas que. Hein. Regardez un peu les grands débats de l'heure, la question des personnes âgées, qui a quand même été tristement mise sous le projecteur à la faveur de l'épidémie de Covid-19. Hein. La disparition des personnes âgées, leur vulnérabilité, leur exposition, leur solitude. La question des enfants, hein, la souffrance des enfants, les violences faites aux enfants. Hein. Combien d'études, combien d'enquêtes qui sont parues ces dernières années sur l'abandon des plus vieux. Pensez au livre de Victor Castanet, hein, Les Fossoyeurs, mais aussi combien de livres qui sont parus, et du même auteur d'ailleurs, en l'occurrence, hein, sur l'abandon des enfants dans les crèches et les mauvais traitements dont ces enfants peuvent être la proie. Hein, les ogres de Victor Castanet, hein, enquête encore plus récente. Bon, pensez à l'actualité aussi de la révélation de certaines formes de violence. Pensez à l'affaire de Betaram. Oui. Vous voyez que la question du vivant, de la vulnérabilité du vivant, va au-delà des simples enjeux environnementaux, même si c'est un aspect bien sûr important du sujet. Bien sûr. Mais le sujet ne s'y limite pas. Avec une question qu'on doit se poser, c'est est-ce que vraiment, autant solidarité, hein, on cherche à penser le pluriel, je vous le disais il y a un instant, autant le vivant, on cherche à penser le singulier. Hein. Qu'est-ce qui fait l'unité du vivant? Est-ce que vraiment un animal et un homme, c'est la même chose? Est-ce que parce que je dis qu'il y a des sociétés animales et qu'il y a une culture animale, j'adopte ce qu'on appelle des positions antispécistes, c'est-à-dire que je refuse de considérer qu'il y a des espèces particulières avec chacune des droits particuliers et des dignités particulières, et je dis, hein,
en tant qu'antispéciste, je dis, moi, j'estime que un homme, un chien, un chat, un merle, peu importe, ça a strictement les mêmes droits à vivre sur Terre. Il n'y a aucune raison que l'un se sacrifie au profit de l'autre. Ces positions antispécistes, qui peuvent parfois être très radicales et avoir des conséquences très lourdes, peuvent aboutir à un anti-humanisme. Si je refuse d'accepter ce qu'on appelle l'exceptionnalité humaine, c'est-à-dire la reconnaissance que l'homme occupe une place exceptionnelle sur Terre, eh bien évidemment cet homme, je vais moins bien le protéger. Et je vais peut-être d'autant moins bien le protéger que je le tiens responsable de la dégradation de l'environnement, de la dégradation de la planète et de ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire cette ère géologique ouverte depuis le XVIIIe siècle et les révolutions industrielles, donc à peu près les années 1760 en Angleterre, c'est le début de la première révolution industrielle, et c'est une ère qui est marquée par la transformation de la planète, l'acidification des eaux, la pollution de l'air et autres, due à l'action humaine et à l'action industrielle humaine. Est-ce que l'homme n'est pas une sale bête, même pas une espèce parmi les autres, mais une sale bête qui devrait s'effacer pour le bien de la planète? C'est ce que défend par exemple le biologiste James Lovelock dans l'hypothèse Gaïa, nous disant que la planète est un gros animal, que cette planète réagit à ceux qui vivent dessus et que ceux qui peuvent la menacer doivent s'attendre au pire. Hypothèse Gaïa. Hypothèse Gaïa d'ailleurs qui est pour partie reprise par Bruno Latour. Alors, il y a, on le voit bien, une violence qui s'exerce sur le vivant, on le comprend bien, une violence qui s'exerce sur la vie humaine aussi. Sans doute qu'aujourd'hui, plus que jamais, les pouvoirs qui nous gouvernent, pouvoir de l'État, pouvoir de l'entreprise, cherchent à s'immiscer dans nos vies, y compris dans nos vies organiques. Jamais on n'a aussi bien connu le corps humain. Jamais le pouvoir médical n'a pu, autant qu'aujourd'hui, creuser des galeries dans le corps humain pour en connaître tous les mystères. Jamais sans doute on a imposé un regard aussi normatif à nos corps. Jamais on nous a imposé autant qu'aujourd'hui ce qu'on devait manger, la manière dont on devait se tenir, la manière ce à quoi on devait ressembler. Pour notre bien, dit-on, mais la conséquence est aussi du contrôle. Jamais sans doute la planète n'a été aussi détruite qu'elle l'est aujourd'hui. À qui la faute? À qui la faute et est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il faut faire le procès de la modernité, comme le fait Bruno Latour, et accuser ici tout l'orgueil des Occidentaux depuis le XVIe siècle? Est-ce qu'il faut resserrer la focale, faire le procès du capitalisme et considérer qu'il y a peut-être au sein même de la modernité des hypothèses politiques comme le socialisme qui peuvent s'opposer au capitalisme et qui seraient respectueuses du vivant ou pas? À voir ensemble, évidemment. Est-ce que le projet capitaliste d'une croissance illimitée dans un monde qui, par principe, est un monde limité, habité par des formes de vie qui ont, par principe, des besoins qui sont des besoins limités, n'est pas une dynamique absurde, cette dynamique de l'illimitisme, qui ne peut qu'entraîner la disparition du vivant, ou tout du moins sa dégradation. Voilà ce qu'il faut qu'on voit ensemble, au fur et à mesure, bien sûr, de l'année et des cours qui vous seront proposés. Mais vous voyez que la question du vivant, c'est bien une question éminemment politique, dès lors, qu'on va évidemment creuser ensemble. Alors là aussi, il ne s'agit absolument pas de vous proposer une bibliographie exhaustive. D'abord, il n'y a pas de bibliographie exhaustive. Ensuite, je ne vais pas vous assommer ici en vous proposant 5-6 pages de bibliographie, ce n'est pas l'enjeu. Les livres, laissez-moi ici le douteux privilège de les lire sur ces thèmes. Je vous envoie évidemment des cours, je vous fais cours, je vous envoie des fiches, je vais avec vous au cinéma, je vais avec vous au musée, et puis on construit comme ça ensemble la pyramide du savoir qui va vous permettre derrière d'avoir un concours. Encore une fois, un concours exigeant et très prestigieux, mais un concours accessible pour toutes celles et pour tous ceux, et il est largement le temps encore, là, quand on s'investit, pour toutes celles et tous ceux qui sont prêts à réserver du temps de travail ici pour les préparer et pouvoir ensuite rentrer dans une école qui est une des écoles les plus prestigieuses du pays, et de loin. Donc, ici, quelques références rapidement pour... suivant le même canevas que sur les solidarités, pour illustrer le vivant. Eh bien, s'il fallait vous conseiller un livre, un seul,
livre, encore une fois, polémique, j'insiste, mais enfin, livre qui, me semble-t-il, est intéressant, ce serait celui de Bruno Latour, hein, Où atterrir, comment s'orienter en politique, hein, ou atterrir au sens propre, c'est-à-dire comment retrouver les pieds, comment réavoir les pieds sur terre, hein, comment s'enraciner dans la terre, comment faire terre commune, hein, avec toutes les formes de ce que Bruno Latour appelle les terrestres. Hein. Bruno Latour refuse d'opposer la nature et la culture, d'opposer la science à la croyance, d'opposer l'homme à l'animal. Il y a des terrestres, dit-il. Hein, et ces terrestres eh bien, forment une forme de réseau, hein, animé par ce que Bruno Latour appelle des puissances d'agir. Hein, et ces puissances d'agir communiquent les unes avec les autres, forment une espèce de filet sur l'ensemble de la planète. Et ce filet du vivant, il faut en prendre soin, il faut le soigner et certainement pas le déchirer. Voilà. Donc, Où atterrir de Bruno Latour. Un roman, je vous conseillerais ici, pareil, hein, j'essaie de trouver des romans contemporains français. Je vous conseille ici Règne animal de Jean-Baptiste Delamot. Hein, beau roman, il me semble, sur la question du vivant. Roman assez dur, hein, à voir. Roman d'un antispéciste, pour le coup, membre de l'association L214, association donc, de protection des animaux, qui dénonce la violence des abattoirs. C'est justement le thème de Règne animal. Parce que Règne animal, c'est l'histoire d'une porcherie sur un peu plus d'un siècle. Hein, et cette porcherie, bah, clairement, on ne peut pas s'y tromper. Hein, les traits dans sa brutalité d'un camp de concentration. C'est l'horreur. Alors vous allez me dire, c'est pas très nouveau. Déjà, Orwell, d'une certaine manière, dans La ferme des animaux, avait mobilisé cet imaginaire. Vous n'aurez pas tort. Mais là, chez Orwell, dans La ferme des animaux, les animaux, la ferme, valent pour métaphore. Oui, métaphore de l'horreur soviétique. Bon. Chez Jean-Baptiste Delamot, pas de métaphore. Chez Jean-Baptiste Delamot, c'est bien la brutalité, hein, du traitement des animaux, et en l'occurrence ici d'animaux qui sont en plus pour nous dérangeants parce que finalement assez proches de nous, hein, ils nous ressemblent un peu, ce que sont donc les porcs, qui est ici montré. Un roman, encore une fois, je vous dis, assez dérangeant, mais à mon avis, beau roman. Un film, eh bien, c'est pas forcément mon favori, mais je pense qu'il est intéressant. Avatar de James Cameron, le premier sorti en 2009. Hein, on verra pas mal de films cette année sur le vivant. Certains sont plus austères. Voilà, on a vu ensemble déjà Amour de Michael Haneke, hein, très belle Palme d'Or. On verra bien des films de teintes diverses sur la maladie, Philadelphia de Jonathan Demme, sur la nature qui se venge, Les oiseaux d'Hitchcock. Je crois que vous l'avoir déjà mentionné. Bref, on en citera plusieurs. Est-ce que la présentation est enregistrée? Je pense, oui. Je pense qu'elle est enregistrée et que donc vous pourrez la retrouver comme vous le voulez. Bon. On verra des films sur le vivant de nature diverse, sur la question de l'animal, évidemment. Hein. On pourrait penser Au hasard Balthazar de Robert Bresson. Enfin bref, je ne vais pas m'égarer parce que les films sont ici nombreux et vous aurez l'occasion, si vous nous rejoignez, d'en discuter avec moi plus qu'il n'en faut. Bon, ici, Avatar James Cameron. Une bande dessinée, je vous conseille, celle-là vous la connaissez parfois, mais elle est tout à fait de bonne facture. Hein. Le monde sans fin de Jean-Marc Jancovici, hein, sur les questions là vraiment environnementales. Si vous ne la connaissez pas, bah, écoutez, c'est l'occasion de le lire, de le découvrir. Vous la trouverez facilement en librairie ou en bibliothèque. C'est d'une lecture vraiment facile et vous allez en tirer beaucoup d'informations et d'arguments que vous pourrez faire valoir dans une copie. Et puis un jeu vidéo. Comment aurais-je pu la ne pas le citer? Alors pour le coup, là, la question du vivant est très très présente dans les jeux vidéo, puisque après tout, le jeu vidéo, c'est quand même une histoire de rester en vie et de tuer. Hein. Alors j'ai un peu hésité, j'aurais pu vous parler de jeux vidéo qui traitent de la question de l'épidémie, hein, Resident Evil. Voilà un jeu qui est tout à fait passionnant sur le vivant. Puis j'ai décidé de rester sur un terrain tout public. Et donc je vous conseille Zelda, hein, et notamment peut-être le Zelda qui a le plus marqué ces 10 dernières années, donc Breath of the Wild, qui est paru sur Switch. Et d'autant plus qu'il y a un livre qui est paru sur Zelda, qui est un livre d'un journaliste du Monde, qui est le journaliste aux jeux vidéo du Monde, et qui a fait un livre, alors qui est paru en 2021, mais il y a une édition augmentée et mise à jour là, qui est sur le point d'être publiée. Je crois qu'elle le sera dans quelques jours, quelques semaines. C'est Victor Moisan. Hein, voilà, donc si ça vous intéresse, de voir comment est-ce qu'on peut penser politiquement, philosophiquement, le jeu vidéo, et là en l'occurrence l'univers de Zelda dans son rapport à la nature et au vivant de manière générale, eh bien je vous conseille là, les articles, parce qu'il a beaucoup écrit dans Le Monde, et le livre de Victor Moisan, hein, sur Zelda et le Jardin du Monde, ça s'appelle. Zelda et le Jardin du Monde. Voilà, donc voilà un peu ce que je voulais vous dire là ce soir. Encore une fois, il s'agissait d'être synthétique. Hein. Il s'agissait
peut-être aussi parfois de vous rassurer parce que les concours de Sciences Po vous semblent, à certaines ou certains d'entre vous, inaccessibles. Vous dire c'est pas pour moi, c'est trop difficile, j'y arriverai pas. Ou tiens, j'ai eu là une mauvaise note, ou j'ai eu un trimestre un peu moins bon que les autres et bon, ça me pénalise. Et franchement, rien n'est joué. Franchement, rien n'est joué. D'abord, rien n'est joué pour rien pour l'instant, hein. Vous avez encore toute la vie et toute l'énergie devant vous pour réussir votre orientation et vos études, ce dont je ne doute pas. Et rien n'est joué pour le concours commun des IEP, parce que je vous l'ai dit, on remet les pendules à zéro, hein. Chacun a exactement la chance de son voisin, quelle que soit sa moyenne au lycée, quelles que soient les notes qu'il a obtenues ou qu'elle a obtenues au bac français. Du travail, c'est vrai qu'il y a du travail, c'est vrai qu'il faut préparer ces thèmes. C'est pas écrasant, c'est un travail qui vous demande une implication réelle, mais qui n'est pas quotidienne non plus, hein, ne vous y trompez pas. Si vous nous rejoignez, je vous mets là les coordonnées des cours du Parnasse. Si vous nous rejoignez, bon, on travaillera avec vous, hein. Alors on peut le faire, il y aura un site avec une plateforme de cours, des vidéos, des polycopiés à disposition. Il y aura en plus de ce site un Discord par lequel vous pourrez échanger avec l'ensemble de vos professeurs, avec moi, avec vos camarades. On débattra en direct après avoir vu des films. Il y aura aussi, si vous le souhaitez, des cours sur place, hein, une semaine pendant chaque vacances scolaires. Vous pouvez encore venir une semaine à Noël, une semaine aux vacances de février, une semaine juste avant les concours, donc pendant les vacances de Pâques. Je vous fais cours, hein, un collègue vous fait cours aussi pour d'autres matières en anglais et enfin en langue, vous choisissez votre langue vivante et en histoire. On avance sur les polycopiés, on construit ensemble ça, vous vous entraînez, vous avez des concours blancs, hein, vous avez autant de concours blancs que vous le voulez, on vous en proposera à minima encore 3 dans chaque matière, mais vous pourrez vous entraîner autant que vous le souhaitez. Entraînez-vous, c'est la clé de la réussite, évidemment, vous progressez. Vous progressez à peu près de 2 points par entraînement, j'ai remarqué, hein. Donc vous allez comme ça, au début peut-être à trouver que l'épreuve est un peu difficile, mais croyez-moi, elle l'est tout autant pour vos camarades et pour vos concurrents. Et très rapidement, vous allez être à l'aise et vous allez alors avoir toutes vos chances de l'obtenir. Retenez par exemple que pour entrer dans un IEP, hein, peut-être le moins sélectif des IEP du concours commun, qui est l'IEP de Toulouse aujourd'hui, vous avez besoin d'avoir 11,5 de moyenne aux 3 épreuves, hein. C'est à peu près la note fatidique, hein. Et puis après, au-dessus, on vous propose des IEP de plus en plus sélectifs sur Parcoursup. Donc, je vous promets, hein, pour être professeur moi-même en IEP et à Sciences Po, pour préparer maintenant depuis des années des candidats, que un candidat qui a de l'ambition, et je vous le souhaite, un candidat qui veut intégrer un Sciences Po a encore là réellement, et quels que soient les niveaux qu'il a eu jusqu'à présent, toutes ses chances. Et a les moyens assurément de rentrer dans un Sciences Po, c'est pour vous. Et une fois que vous posez un pied à Sciences Po, après tout est permis, hein, tout vous est autorisé, vous avez le droit de rêver. Je lis vos questions. Comment vous rejoindre et comment accéder à la rediffusion? Alors, la rediffusion, vous aurez un replay qui sera disponible, je pense, sur le site. Ça doit être, enfin, sur le site ou sur le Facebook. Enfin, en tout cas, il y aura un replay disponible. Et pour nous rejoindre, voyez, vous avez le contact, hein. Alors, quelle que soit la formule que vous preniez la formule à distance avec juste la plateforme ou que vous preniez la formule avec le stage, vous avez la plateforme plus le stage, hein, et évidemment le Discord aussi. Vous pouvez rentrer le mot de passe, enfin le code Dubost, c'est mon nom, Louis Dubost, tout en majuscule 2526. Vous avez une réduction de 10% sur l'ensemble de vos factures, quoi que vous preniez. D'accord. Si vous voulez d'ailleurs, vous pourrez bénéficier aussi, c'est en option d'un tuteur. Donc alors ça peut être moi ou un de mes collègues, professeur à Sciences Po ou en IEP. C'est un professeur qui va vous aider à construire tout votre parcours sur Parcoursup, qui va vous aider, d'abord qui va s'assurer qu'en plus des cours, vous êtes à l'aise sur les thématiques du concours des IEP, mais aussi il va relire vos lettres de motivation pour les prépas, va vous aider quels que soient vos vœux, hein, que ce soit le collège de droit d'Assas, que ce soit des licences sélectives ou pas, que ce soit des prépas, très bonnes ou un peu moins. Voilà, vous aurez un tuteur donc qui vous aidera à tout construire, à tout sélectionner jusqu'à ce que vous ayez fait votre choix fin juin sur Parcoursup. C'est une option, vous n'êtes pas du tout obligé de la demander, mais c'est une possibilité qui vous est offerte. Vous pouvez bien sûr envoyer un mail au cours du Parnasse à l'adresse contact@lescoursduparnasse.com. Si vous voulez que ce soit moi qui vous réponde, vous mettez juste dans l'intitulé à destination de Louis Dubost, on m'envoie le mail et je vous réponds dans la journée, hein. Et si vous voulez être contacté, eh bien vous le serez évidemment. Je relis les questions. Le concours pour les Bac+2
Alors, il y a, pour les Bac+2, vous allez pouvoir passer par l'IEP d'Aix-en-Provence. C'est un peu particulier. Vous ne pouvez plus, quand on est en Bac+2, passer le concours commun des IEP. Néanmoins, il y a encore des IEP qui vous permettent de candidater, mais ce n'est pas l'ensemble l'ensemble des IEP du concours commun. Bah, typiquement, envoyez-moi un mail à l'adresse contact les cours du Parnasse et je vous réponds personnellement pour ces cas à part. Pour l'instant, pour le concours commun, c'est Bac+0, Bac+1. Hein, là, ce dont je viens de vous parler. Et après, bien sûr, quand on a un Bac+3, on peut candidater en master pour rejoindre une de ces écoles, évidemment. Et on les rejoint en master et on est diplômé après un master de ces écoles comme si on y avait été depuis la première année. Okay, bon, donc il y a d'autres occasions de rejoindre les Sciences Po au cas où ça ne fonctionnerait pas dès cette année. Mais c'est toujours bien sûr un peu aléatoire. On n'est jamais sûr d'avoir un concours. Si vous le passez cette année et que vous l'avez cette année, et croyez-moi, c'est rare sur Parcoursup, ça vous assure 5 années stable après le baccalauréat. Tous vos autres vœux sur Parcoursup, et de toute façon, je les construis avec vous, donc j'en discute avec vous beaucoup, il y en a d'excellents, mais tous vos autres vœux sur Parcoursup, ce sont des vœux de bachelor. C'est-à-dire que vous intégrez une université, aussi prestigieuse soit-elle, ou une prépa, et on vous dit, mais madame, monsieur, on vous promet, nous, que dans une université, on a des places pour vous pendant 3 ans après le bac. Licence première année, deuxième année, troisième année. Si vous voulez continuer derrière en master, et vous allez évidemment continuer en master, bon, il faudra que vous candidatiez et vous serez mis en concurrence avec l'ensemble des étudiants qui voudraient rejoindre nos masters d'où qu'ils viennent en France. Et vous risquez, si vos notes ne sont pas très bonnes, alors de ne pas avoir de place en master et d'être un peu en difficulté. À Sciences Po, Paris, province, pas du tout. Pas du tout. À Sciences Po, on vous dit, à partir du moment, madame, monsieur, où vous rentrez chez nous, on vous promet qu'il y a une place qui vous attend en master dans n'importe quel master que vous aurez sélectionné. Et c'est même d'autant plus intéressant, je vais vous dire, pour les IEP de ce qu'on appelle le concours commun, parce que c'est 7 IEP qui sont mis en commun. Vous allez passer une seule fois, le 25 avril 2026, par les 3 épreuves, le concours de tous ces IEP. Vous allez présenter en fait les 7 IEP en passant une seule fois les épreuves. Ces IEP, ces 7 IEP, travaillent de concert. Et de plus en plus, vous pouvez être dans un IEP et suivre, quand vous arriverez en master, le master d'un autre IEP. Vous êtes à l'IEP de Strasbourg, par exemple, et il y a un master qui vous intéresse à Saint-Germain-en-Laye. Eh bien, vous allez suivre des partenariats entre les écoles, vous allez suivre votre master qui vous intéresse plus à Saint-Germain-en-Laye. Vous serez diplômé de l'IEP de Strasbourg, mais en ayant suivi le master de Saint-Germain-en-Laye. Donc ça vous offre, ça démultiplie pour le concours dont je vous parle, les possibilités de choisir vos masters. D'accord. Nous, dans les écoles, pour que ce soit très clair, ces écoles Sciences Po, c'est toujours de la même manière. 5 années d'études, 2 années de bachelor, 1 année à l'international dans une université partenaire et 2 années de master qui vous sont garanties derrière. Alors, je vérifie que je n'ai pas oublié de répondre à une question. Si un élève décide de rejoindre votre prépa, aura-t-il un retard à rattraper? Non. Franchement, je ne crois pas. Si on se voyait dans 2 mois et demi, je vous dirais, oui, effectivement, il va falloir bûcher un peu. Un élève qui nous rejoindrait maintenant, aurait accès à déjà l'intégralité des vidéos et des polycopiés qui ont été publiés depuis le début de l'année. C'est vrai, charge à lui de le rattraper à son rythme. Il sera aidé en l'occurrence par un enseignant. Alors ça pourrait être moi pour la question contemporaine, mes collègues pour l'histoire et pour les langues. On s'appellerait, on en discuterait, je ferai un plan de révision, je vous dirais voilà, commencez par ça. Là, on va attendre un petit peu, c'est peut-être pas l'essentiel. Bon, essayez de vous entraîner déjà une fois, et puis au moins une introduction et un plan détaillé. Voyez, et puis progressivement, comme ça, on habitue le candidat à l'épreuve. Idéalement, il nous rejoint là à Noël pour les stages qui l'intéressent. Il y a les 2 semaines, c'est vous qui choisissez si vous voulez la première ou la deuxième semaine. Puis après, on avance dans le programme en février, puis enfin, on sera vraiment dans une période de révision là et de construction ensemble de plans à Pâques. Mais moi, ça me semble encore jouable, là vraiment. C'est un concours, j'insiste, qui est un concours prestigieux, c'est vrai. Mais c'est un concours quand même qui est fait, soyons raisonnables, pour être présenté très massivement par des élèves qui sont en terminale, dont on sait bien qu'ils ont une année à côté qui est une année stressante, qui est une année intense, et qu'ils ne peuvent de toute façon pas non plus consacrer à la préparation de ce concours toute leur journée, évidemment. Là déjà, en suivant les 3 semaines de stage, plus les vidéos et les polycopiés qui sont à disposition, mes interventions régulières sur le Discord où je fais des points d'actualité sur les thèmes, en écoutant en regardant les films qu'on projette une fois par mois sur la plateforme, en allant avec nous au cinéma pendant les stages, et s'il le veut, c'est optionnel, mais s'il le veut, en faisant une exposition avec moi de musée, je fais une visite guidée, c'est très 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 jouable, vraiment. Je vous promets que ça l'est, vraiment. Et que ça vaut vraiment le coup.
Croyez-en ici, quelqu'un qui hante les couloirs de Sciences Po, des Sciences Po tous les jours, ça vaut vraiment le coup. Un examen. Alors attendez. Y a-t-il un examen en fin de chaque année d'IEP pour passer dans l'année suivante? Alors, il faut qu'effectivement, dans tous les Sciences Po, que les élèves aient au moins 10 sur 20 de moyenne. Sinon, ils ne sont pas renvoyés, mais ils redoublent tout simplement leur année. Là aussi, croyez-en l'enseignant, les choses sont faites quand même de manière générale pour que les élèves très massivement passent dans l'année supérieure, beaucoup plus qu'à l'université. Vous avez à peu près 60% des élèves à l'université qui passent dans l'année supérieure. À Sciences Po, pas du tout. Hein. Dans les Sciences Po Paris ou les Sciences Po de province, dans l'immense majorité, les élèves passent dans l'année supérieure, la quasi-totalité même. D'accord ? Et dans tous les cas, même si ça n'arrivait pas, ça ne signifierait absolument pas un renvoi ou la fin d'un cursus. Ça signifierait simplement que l'élève redouble. Non, quand vous rentrez dans un Sciences Po, et j'insiste parce que c'est vraiment un élément déterminant, croyez-moi, tant quand un étudiant est à l'université, et pour enseigner aussi à l'université, j'en sais quelque chose, le passage en master est une source d'angoisse. À l'inverse, quand vous êtes à Sciences Po, vous êtes tranquille. Quand vous êtes à Sciences Po, à partir du moment où vous avez 10 sur 20 de moyenne, chaque année, vous passez dans l'année supérieure, on ne se débarrasse évidemment jamais de vous, et on vous garantit une sortie à Bac plus 5. On vous garantit le choix d'un master parmi des dizaines de masters qui pourraient vous intéresser, et un diplôme qui franchement aujourd'hui vaut de l'or. Donc ça vaut vraiment le coup de passer ces concours. En plus, c'est intéressant, évidemment. C'est là l'occasion de découvrir de nouvelles thématiques et de s'initier à de nouveaux projets. Voilà, j'insiste, hein, si vous avez une question, franchement, écrivez contact@lescoursduparnasse. Moi, vous mettez juste à destination de Louis Dubost, DUBOST, je vous réponds. Hein, si c'est une question plus générale, mes collègues vous répondront évidemment. N'hésitez pas à appeler, vous avez le numéro de téléphone. N'hésitez pas à faire valoir vos droits. Vous avez une réduction de 10% sur l'ensemble de votre facture. Que vous preniez la formule à distance, que vous preniez des stages sur place, un stage, 2 stages, 3 stages, que vous vouliez bénéficier d'un tutorat ou pas pour tout Parcoursup. Hein, 10%. Et moi, quoi que vous choisissiez, quoi que vous fassiez, je serais évidemment ravi de répondre à toutes vos questions sur ce qu'on fait, sur la manière dont on travaille, et bien sûr sur les concours de Sciences Po et des IEP, et la manière dont on peut y réussir ses études, ce que je vous souhaite vraiment de tout cœur. Je vous abandonne ici, si vous le voulez bien. Je vous remercie beaucoup, hein, toutes et tous, d'avoir été là, de m'avoir écouté. J'espère vous avoir intéressé. Il me reste à souhaiter, bien sûr, qu'on puisse continuer ensemble, mais quoi qu'il en soit, j'espère réellement, votre simple présence ici montre que vous êtes impliqués, que vous aurez une orientation à la hauteur de vos ambitions bien légitimes. Au revoir à toutes et à tous et à bientôt.